Ça arrive un peu tard. Euh, cette législation et la rigueur de cette législation, elle ne vient pas de nulle part. Elle est sans doute aussi rigoureuse parce que justement cette année, ces mois-ci, nous fêtons les 80 ans d'un moment historique très, très important. Rien de tel n'avait jamais eu lieu, je pense, dans l'histoire de l'humanité. Je veux parler des procès et des lois et du code de Nuremberg. C'est à la suite de la Seconde Guerre mondiale et à la suite des horreurs qui avaient été commises à la fois par l'Allemagne nazie, mais n'oubliez pas également par le Japon impérial, en Chine notamment, à la suite de ces horreurs que les vainqueurs, si vous voulez, de la Seconde Guerre mondiale ont considéré qu'on ne pouvait plus laisser les choses aller exactement de cette manière-là. D'autant plus que, même si vous voulez, pour l'Occident, il y avait encore en fond toute l'histoire de l'eugénisme. Le nazisme n'était pas sorti de n'importe où. Or, qui étaient les premiers promoteurs de l'eugénisme? L'eugénisme a été inventé par les Anglais, par exemple, puis il a été continué, et vous le savez peut-être, même bien après le Code de Nuremberg, juste dans les années 70, dans les pays scandinaves, aux États-Unis, il y a eu des pratiques de stérilisation, par exemple, de personnes qui étaient considérées comme soit ayant pas la bonne couleur, soit pas le bon geste, soit pas le bon comportement, etc. Et que l'on a trépané, stérilisé, etc. Mais le code de Nuremberg, c'est un petit peu différent. Il y a eu les procès de Nuremberg pour condamner les dirigeants nazis. Puis ensuite, il y a eu le code de Nuremberg qui est venu à la suite de la condamnation des médecins, donc des camps de concentration. Et puis, dans ces années-là, on a tout un ensemble de philosophes bien connus, hein, Gunther Anders, Hannah Arendt, qui ont posé les bases d'une première, peut-être, bioéthique. Et elle s'est construite, cette bioéthique, en réaction donc à ces horreurs et sur les bases de Nuremberg. Donc, on peut comprendre pourquoi, dans des pays comme la France ou l'Allemagne, qui ont vécu de près ces drames-là, eh bien, tout ce qui touche à la bioéthique est rapidement, ça fait hérisser les poils. Mais comme je l'ai dit, ça n'interdit pas complètement toute transformation corporelle. Donc, c'est intéressant de voir où se trouve la frontière et comment peut évoluer la frontière. Est-ce que c'est une limite qui a été tracée de manière définitive et que, donc, à cause de cette histoire ou par cette histoire passée, nous ne devons plus toucher en rien à cette ligne, ou bien est-ce que c'est un processus historique et que 80 années plus tard, est-ce que nous ne pourrions pas nous retourner vers ce passé, y réfléchir à nouveau, tenir compte de tout ce qui s'est passé depuis, de la réalité présente, et de voir dans quelle mesure cette frontière ne peut pas évoluer. Alors, on regarde ce qui précède, je considère il est intéressant de comparer avec la pratique qui, elle, est communément acceptée et qui est celle qui est nécessaire à la validation des traitements dans le cadre des tests cliniques pour valider les médicaments habituellement. C'est ce que nous faisons. D'habitude, quand il y a un traitement qui fait la preuve d'abord de son efficacité sur des animaux, on passe ensuite à des tests cliniques sur l'humain. Donc, habituellement, c'est dans une phase de trois niveaux de tests, hein, trois types d'essais. On parle des essais de phase 1, 2 et 3. En phase 1, on vérifie cette efficacité sur quelques patients seulement. Souvent, ce sont des patients qui n'ont pas d'autre solution. Ils sont en phase terminale d'une grave maladie et on leur propose, on leur dit voilà, il y a ça, c'est expérimental. Peut-être, qui sait, si ça marche, ça peut peut-être vous sauver ou vous faire gagner quelques années de vie. Ça, c'est un cas de figure. Mais en même temps, dans cette phase-là, on s'intéresse à la nocivité. On veut vérifier, parce qu'on vient des expérimentations sur l'animal. Sur l'animal, ça a été un succès. On veut vérifier que chez l'humain, ça ne va pas être nocif. Dans les deux cas, il s'agit d'un très petit nombre de personnes. Souvent, moins de 10 personnes vont être incluses dans ces tests. Au passage, vous remarquez qu'à ce niveau-là, il n'y a pas la critique de ah, on ne peut pas le reproduire sur un très grand nombre de personnes, donc c'est pas valable. Ce qui est souvent critiqué hein, aux auto-expérimentations. Et là, on est en phase 1. Le problème, c'est que également, pour vérifier la nocivité, là, on n'hésite pas, on est obligé de prendre des personnes qui sont non malades.
On ne peut pas prendre quelqu'un de malade pour voir s'il va devenir plus malade. On va donc s'adresser à des personnes saines. Et puis, on verra que quand on arrive en phase 3, là, on généralise un grand nombre de personnes, il est arrivé aussi qu'on fasse appel à des volontaires sains. C'est ce qu'on appelle les challenges vaccinaux en français. Mais j'y reviendrai. C'est juste pour dire qu'il y a des cas où on fait comme ça appel à des volontaires sains pour les tests médicaux. Un problème, c'est que dans des pays comme la France ou l'Allemagne, face à ce type d'expérimentation, en réalité, la philosophie sous-jacente, c'est zéro risk, zéro risque. On n'assume pas la possibilité du risque. On refuse même aux volontaires la possibilité qu'ils assument eux-mêmes ce risque. Je prends un exemple concret. Donc, en 2016, il y a eu un accident mortel dans un test clinique de phase 1 en France. C'est très, très rare, heureusement. Mais ce que je trouve ici intéressant pour notre réflexion, c'est la réaction du ministère. Le ministère a considéré que cet accident était anormal, insupportable, qu'il ne devait pas y avoir la moindre probabilité que cela se produise. Et je ne sais pas si vous saisissez l'importance de cette petite, enfin pas petite, parce que pour la personne et la famille de la personne qui est décédée, c'est une grande différence, bien sûr. Mais la personne était volontaire. Et le ministère dit non, il devrait y avoir un risque zéro. De mon point de vue, c'est juste une absurdité. Le risque zéro n'existe pas. Et nos responsables politiques ne nous doivent pas nous vendre comme message, vous ne courez aucun risque. Heureusement que les médecins n'ont pas dit à la famille ce que voulait entendre le ministère. C'eût été un mensonge. Bien sûr qu'il y a des risques. Alors, je reparle très rapidement des challenges vaccinaux pour vous expliquer ce dont il était question. Donc là, donc je dis en phase 3, quand on s'adresse à beaucoup plus de personnes, hein, juste avant la phase de commercialisation, c'est la phase 3. Eh bien, ça a été utilisé notamment pendant le Covid, pendant la pandémie. L'idée, c'est que pour accélérer la validation de certains vaccins, et ça a été mis en place essentiellement dans des pays anglo-saxons, en France, ça a été interdit, eh bien, on a mis en place ces challenges qui font qu'au lieu d'attendre, donc on vaccine les gens avec un vaccin qui est encore en phase de test. Et habituellement, en France, en Allemagne, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On attend de voir si parmi les gens qui ont été vaccinés, certains tombent malades, par hasard. Mais donc, ça veut dire qu'il faut vacciner énormément de personnes pour vérifier ensuite. Bon, on suit les gens qui ont été vaccinés et on les retrouve régulièrement. On fait des vérifications. On dit, ah, un tel sont tombés malades. On vérifie que le vaccin a bien été efficace ou à quel point il a été efficace. Ça coûte beaucoup plus cher, ça prend beaucoup plus de temps. Or, dans les pays anglo-saxons, en fait, dans le monde entier, il y a des gens qui ont dit, qui se sont organisés en association. Il y a une association qui s'appelle One Day Sooner. Je fais la publicité de l'association One Day Sooner. L'association One Day Sooner invite les volontaires à venir vers elle, et elle travaille avec des pays dans lesquels les challenges vaccinaux sont possibles, en disant, voilà, on va vous inoculer un vaccin. Évidemment, un vaccin, c'est quelque chose qui contient une substance, un virus qui n'est pas sans danger. Et grâce à votre volontariat, votre bénévolat, votre prise de risque, eh bien, vous allez faire gagner 10 ans peut-être à la recherche scientifique. Et derrière, vous allez peut-être sauver des millions ou des centaines de milliers de personnes. Bon, une obligation, idéalement, enfin, on en reparlera, mais je ne vais pas dire ce que j'allais dire. Et c'est ça le principe du challenge vaccinal. Et c'est intéressant de voir que dans certains pays, c'est valorisé, mis en avant et pratiqué, et dans d'autres, au contraire, c'est interdit. Donc, en France et en Allemagne, il y a ce qui relève, parce que moi, je considère relever d'une attitude paternaliste, donc qui s'explique sans doute par cet effarement dont j'ai parlé, hein, qui persiste des conséquences des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Euh, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce passé, eh bien, il s'est traduit par un véritable tabou. Si je m'exprime de manière aussi claire, comme il m'est arrivé d'être invité au ministère de la Santé à Paris, si je m'avance dans ce genre de discours,
je risque de mal finir mon après-midi, quoi. C'est très, très, très mal reçu parce que c'est un tabou. Donc, la situation des volontaires, qu'ils soient non-chercheurs, qu'ils soient des scientifiques, qui pratiquent l'auto-expérimentation, donc sur elles-mêmes, ce n'est pas la même chose, mais on constate que dans les deux cas, les autorités ont très facilement tendance à refuser même la prise de risque volontaire. Alors, face à cela, je veux vous dire maintenant quel pourrait être un point de vue véritablement transhumaniste et assumé tel quel. Parce que donc depuis ces 80 années, depuis le procès et surtout depuis le Code de Nuremberg, moi, il me semble que nous devons être en mesure d'assumer le poids de l'histoire, tout en tenant compte donc des réalités actuelles, tout en respectant l'esprit de cet héritage, l'esprit du Code de Nuremberg. Je me demande pourquoi ne pas accepter que des citoyens informés suffisamment, bien informés, ou des professionnels prennent des risques, assument complètement la prise de risque pour mettre en place au point des techniques, des substances qui peuvent sauver des vies et améliorer le sort de tout le monde. Actuellement, l'interdiction, elle est assise sur des textes bien précis qui disent des choses très précises. Donc, il y a les codes de Nuremberg, mais il y a également, par exemple, la Convention européenne des droits de l'homme. Et dans ces textes, donc, j'ai essayé d'étudier. Je pense repérer 5 grands fondements des principes de bioéthique qui prévalent encore aujourd'hui. Ce que je vais essayer de faire, c'est de proposer, pas du tout de les abolir, mais de les réinterroger. Donc, voilà les 5 grands principes qui me semblent pouvoir être identifiés à travers ces grands textes. Premier principe, donc, protéger l'intégrité physique et psychique des personnes. Donc, il s'agit d'empêcher qu'un professionnel s'expose à des risques qui vont être considérés comme non nécessaires ou mal contrôlés parce qu'il n'aurait peut-être pas assez de recul s'il était tout seul. L'auto-expérimentation, en effet, ça crée un conflit entre le rôle du chercheur d'un côté et puis celui de sujet vulnérable. Parce que le volontaire habituel, dans un test de phase 1, 2, 3, il se met lui-même dans une position de vulnérabilité. Comment est-ce qu'on peut être à la fois vulnérable et expérimentateur en quelque sorte? Je ne vais pas la faire longue là-dessus, je pose juste la question. Ma question, c'est ça, encore une fois, est-ce que des personnes suffisamment bien informées et volontaires ne doivent-elles pas pouvoir d'assumer ce genre de risque? Et puis, il faut mettre avec l'idée que des équipes scientifiques entières pourraient décider d'accompagner, au lieu que ce soit, on l'a vu dans le cas de Phil Kennedy ou de Liz Parrish, que ce soit fait dans une forme d'illégalité, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Imaginons ce qui serait possible si donc on légalisait, on régulait, on accompagnait ce type de pratique. Est-ce que ça vous paraît complètement indépassable? Est-ce qu'aujourd'hui, ça paraît inimaginable? Je ne fais que poser la question. Mais je prends quand même un autre exemple spécifique pour faire le tour, disons. En 2002, vous voyez qu'on parle de situation d'il y a une vingtaine d'années, après Phil Kennedy, 1998, un de ses collègues, en quelque sorte d'ailleurs, l'anglais Ken Warwick, il a mené, lui, sur lui-même 2 expériences, qui étaient des expériences également d'interface humain-machine, en se faisant implanter des électrodes dans le bras, mais son objectif n'était pas thérapeutique. Son objectif, ses explications, etc., relèvent vraiment du transhumanisme. Il a eu la chance de trouver dans sa propre université en Angleterre, dans l'université de Reading, une équipe et à la fois médical, si vous voulez, et pour tout ce qui était informatique de l'autre, qui a accepté de le suivre dans son projet. J'insiste sur cette expérience parce que dans ce cas précis, en Angleterre, il a été possible de mener une auto-expérimentation non thérapeutique dans un pays, là aussi, qui dispose de lois de bioéthique ou d'équivalents, qui sont sans doute plus souples qu'en France ou en Allemagne, mais qui quand même protègent par défaut le patient. Vous voyez que la frontière peut être encore repoussée selon comment on réfléchit au problème, selon la crédibilité, par exemple, qui est permise. Là, le chercheur
a pu démontrer la crédibilité de son projet et il a pu convaincre les autorités de le laisser mener son expérience jusqu'à terme. Deuxième principe important, garantir la validité scientifique. Donc, il faut à tout prix éviter qu'une expérience mène à des données biaisées. Parce que si vous menez une expérience dont vous êtes déjà convaincu par avance que ça va être formidable, ben vous risquez de trouver que c'est formidable au niveau des résultats. Et alors, d'accord, en effet, les résultats présentés par Liz Parrish, par exemple, sont critiquables de ce point de vue. Ou encore, si vous êtes l'unique échantillon de l'expérience, eh bien, vos collègues scientifiques vont considérer que votre expérimentation n'est pas valable, elle n'est pas représentative. Et puis, également, on va vous dire, mais il est indispensable de pouvoir reproduire l'expérience. Si vous ne reproduisez pas l'expérience, si un autre collègue dans un autre laboratoire ailleurs dans le monde ne peut pas reproduire l'expérience, alors celle-ci n'est pas valable. Sauf que, comme je l'ai dit précédemment, du point de vue des autres scientifiques, répliquer une expérience comme celle de Liz Parrish est simplement interdite. Et donc, cette expérience n'ayant pas reproduite, elle n'est pas valable scientifiquement. Et donc, vous voyez la boucle négative, le cercle vicieux qui se crée. C'est-à-dire qu'on va critiquer, on va considérer que telle expérimentation n'est pas valable parce qu'elle n'est pas valable. En gros, je n'ai pas le droit de la répliquer, donc elle n'a aucune validité. Ah, donc votre expérimentation n'est pas valable. Vous voyez ça? Nous sommes dans une situation inextricable et absurde, me semble-t-il. Il me semble que nous avons besoin de réinterroger ces principes et la manière dont ils sont appliqués. Troisième grand principe, assurer la conformité éthique. Ici, ça veut dire notamment se conformer aux principes posés par la bioéthique en général, donc le consentement libre, l'indépendance du sujet, la proportionnalité entre le risque pris et les résultats attendus de l'expérimentation. Et donc, un chercheur qui se prend lui-même comme sujet, il a sans doute du mal à respecter cette exigence à la fois d'indépendance entre expérimentateurs et participants. C'est certain. Mais à nouveau, je pose la question, un chercheur ne doit-il pas pouvoir assumer le fait que oui, forcément, il est jugé parti dans ce type d'expérimentation. Simplement, il le choisit, on fait l'expérimentation, on voit les résultats, et ensuite, d'autres peuvent essayer de renouveler l'expérimentation. On tiendrait compte du biais inévitable de la première expérimentation. Mais ce n'est pas la même chose de l'interdire de ce fait et de l'accepter et de tenir compte du biais, me semble-t-il. Et puis, encore une fois, ces scientifiques-là, ils ne travaillent pas tout seuls. On rend un petit peu compte à travers ce genre d'image qu'il y a toute une équipe, il y a peut-être 10 personnes autour de Liz Parrish dans cette image pour le suivi de son état biologique. Hein, donc, vous allez voir des anesthésistes, vous allez voir des gens qui contrôlent. Elle va être couverte de capteurs biométriques pour s'assurer que tout se passe le mieux possible. Donc, la personne n'est pas la seule, même si ça relève de l'auto-expérimentation, elle n'est pas la seule. Et ensuite, derrière, elle n'est pas la seule à évaluer. Ça n'est pas particulièrement Liz Parrish qui va faire l'analyse des résultats de son expérimentation. Il y a tout un ensemble de scientifiques derrière. Donc, ces résultats sont quand même plus solides. Et aujourd'hui, le fait est, c'est amusant, que les résultats de Liz Parrish et de Kevin Warwick, en fait, ils sont cités dans la presse et même dans la presse scientifique de manière assez régulière. D'un côté, on dit leurs résultats, leurs taux d'expérimentation ne sont pas valables, et d'un autre côté, eh bien, on les cite à tour de bras. Quatrième argument, les lois de bioéthique, en gros, nous disent qu'il faut prévenir les pressions implicites. C'est-à-dire empêcher, par exemple, qu'un supérieur ou un collègue, par exemple, crée, alors ça peut être volontaire ou pas volontaire, ça, mais crée un climat qui inciterait les autres membres de l'équipe à se mettre en danger eux-mêmes. Donc, on peut critiquer les Parrish en disant, oui, mais vos collègues qui ont participé à l'étude, parce que vous recevez tout le retour médiatique. Liz Parrish est très, très connue et on voit sa photo un petit peu partout dans bon nombre de médias. Elle est passée notamment aux États-Unis. Elle a fait la couverture de plusieurs magazines.
D'autres pourraient dire, ah, je veux être moi aussi célèbre comme Liz Parrish, alors je vais faire le même type d'expérimentation, par exemple. Donc, oui, la question des pressions existe. Je cite un type de pression et il existe d'autres types. Ça peut être financier, hein, que sais-je. À nouveau, je pose néanmoins la question, est-ce que c'est un si grand problème de montrer l'exemple? Les autres collègues, d'abord, il n'y a personne qui va leur mettre le pistolet sur la tempe. Liz Parrish, Kevin Warwick sont complètement volontaires. Ils leur disent d'ailleurs, ils ont tendance plutôt à dire à leurs collègues, ne faites pas ce que je fais. Moi, pour des raisons personnelles, je fais ce choix-là, je me mets en danger. Et d'ailleurs, aucun des collègues de Kevin Warwick et à ma connaissance, aucun des collègues de Liz Parrish ne l'ont suivi dans la même expérimentation. Liz Parrish a répété l'expérience, elle l'a répété à nouveau sur elle-même. Elle veut assumer complètement ce choix. Mais à l'exemple, comme jardin, au contraire, on peut considérer peut-être que montrer l'exemple de cette manière-là, c'est particulièrement ça devrait être particulièrement valorisé au même titre que est valorisé les exemples que je citais tout à l'heure, ceux par contre, par exemple des pompiers qui mettent leur vie en danger sciemment. Est-ce que quand vous voyez un pompier, vous vous dites ah il faut que je devienne pompier parce que je vais devenir célèbre comme les pompiers? Non, les pompiers en général sont complètement anonymes, personne ne parle d'eux. Ben, malheureusement, j'ai envie de dire, assez peu sont ceux d'entre nous qui osent aller mettre leur vie, oui, en danger pour aller sauver la vie d'autres personnes. Et donc, ça me fait dire que, quoi qu'il en soit, à mon avis, même si on légalisait, qu'on régularisait tout cela, ça continuerait à concerner peu de monde pour des raisons humainement bien compréhensibles. Je vais essayer d'accélérer parce que je suis évidemment en retard, mais comme je suis en même temps un pied dans l'organisation, je sais que l'intervention suivante, on va avoir du mal avec. Donc, je vais me permettre de manger quelques minutes sur l'intervention d'après. Excusez-moi par avance. Cinquième argument qui vient du code de Nuremberg et des lois de bioéthique, il est important du point de vue des institutions de maintenir la responsabilité juridique dans leurs mains. Il y a là derrière une dimension quasi politique, me semble-t-il. De leur point de vue, il faut à tout prix éviter que l'employeur, les institutions, quelles que soient, les institutions sanitaires, soient impliquées dans un acte risqué, alors encore plus s'il n'est pas autorisé, ou en tout cas qui pourrait potentiellement être assimilable à une faute professionnelle ou un détournement de finalité, des moyens ou des objectifs habituels de la recherche. Vous voyez que là derrière, c'est mis en place progressivement quelque chose que moi je considère d'assez vicieux. C'est-à-dire qu'au départ, il est question de protéger des patients ou des scientifiques, et à l'arrivée, il est question de protéger des institutionnels, des administratifs ou des politiques. Surtout ne pas se salir les mains. Ce qui nous permet de comprendre peut-être davantage la réaction du ministère de la Santé française disant, à propos du cas mortel de 2016, zéro risque. Ah non, non, il est intolérable qu'il y ait le moindre risque parce qu'on est en train de s'y rigoler et c'est moi, je risque d'être accusé et de me retrouver devant un tribunal. Je pose à nouveau la question. L'auto-expérimentation ne peut-elle pas passer par exemple, un engagement de décharge complet, qu'il puisse être reconnu qu'une personne assume la totalité de la responsabilité, ou une personne et une équipe scientifique et médicale disent clairement, c'est nous qui assumons quels que soient les risques jusqu'au décès d'une personne. Est-ce que c'est absolument inimaginable? La personne volontaire, elle peut assumer de la même manière que voilà, un militaire ou un policier assume une partie des risques qu'elle prend. Et puis, d'autre part, à mon avis, il est urgent de reconnaître la possibilité d'un type de risque et d'un type d'expérimentation qui est peut-être plus important que les autres, c'est-à-dire de reconnaître que la maladie peut être considérée, je dis bien comme, excusez-moi, je veux dire que le vieillissement peut être considéré comme
une maladie. Les mots ont leur importance. Je ne suis pas exactement en train de dire que le vieillissement est une maladie. Sinon, on serait amené à dire que nous sommes tous malades. Nous sommes tous en train de vieillir ici. Non, ce n'est pas ça dont il est question. Ce que je dis, c'est que nous pouvons institutionnellement, d'un point de vue législatif, considérer le vieillissement, le processus du vieillissement, comme nous considérons la maladie d'Alzheimer ou le cancer ou les maladies cardiovasculaires. Je ne choisis pas ces catégories de maladies par hasard, ce sont toutes des catégories de maladies qui sont liées au vieillissement. Sauf que jusqu'à présent, quand nous essayons de faire des progrès médicaux, nous essayons d'attaquer ces types de maladies une par une. On a des instituts internationaux de lutte contre le cancer, des congrès internationaux sur la maladie d'Alzheimer, etc. Nous n'avons pas véritablement, dans le cadre du corps médical et scientifique traditionnel, d'instituts qui soient sciemment dédiés à la lutte contre le vieillissement. Résultat des courses, il est interdit de financer, de la part des institutions publiques, il est interdit de financer des études qui attaqueraient directement le vieillissement. Et comme c'est interdit au niveau du public, ça ne se fait pas, eh bien le privé ne suit pas non plus. Et vous avez des cas complètement aberrants, comme pour moi l'étude TAME, qui donc est toute prête depuis des années, qui pourrait vérifier si la metformine est véritablement efficace sur différents processus de vieillissement, comme il semble très fortement que ce soit le cas, d'après plusieurs méta-études. Et non, on ne finance pas l'étude TAME juste pour un problème administratif, finalement. Donc, encore une fois, imaginez les changements qui pourraient intervenir si on se permettait, si on validait, si on légalisait ce type de recherche. Alors, à partir de là, évidemment, ici, à Abidjan, il me semble que voilà, enfin, ce que je souhaite faire, c'est vous inviter à réfléchir à cette question très spécifique et peut-être à discuter ensemble de la manière dont vous pourriez voir les choses. L'année dernière, pareillement, donc à l'occasion du colloque de la Civote dont je parlais, j'avais rappelé que, en fait, l'Afrique connaît des traditions d'auto-expérimentation, en quelque sorte, ou de modification corporelle, et elles sont vraiment ancestrales. Pas que la pratique n'existe pas du tout, autant que je sache. Simplement, elles se font à travers des pratiques comme les tatouages, les scarifications et d'autres modifications corporelles. Souvent, elles ont une dimension évidemment spiritualiste ou spirituelle, elles ont une dimension collective, elles peuvent avoir valeur initiatique, etc. Mais toujours est-il que la transformation corporelle existe et il est évidemment difficile de savoir dans quelle mesure est-ce que les personnes, d'un point de vue de la bioéthique telle qu'elle a été créée en Occident, je rappelle, Nuremberg, c'est en Allemagne, telle qu'elle a été développée, est-ce qu'on se poserait des questions de consentement, par exemple, de consentement éclairé? Ou bien est-ce qu'on va traiter ça de manière différente? Par exemple, d'autres valeurs peuvent être considérées comme plus importantes que celle du consentement éclairé. Je ne m'avance pas sur la réponse. Je pose plutôt une question. Mais je constate quand même que voilà, cette pratique de modification corporelle existe. Et également, donc, c'est la suite. Enfin, ce que je disais déjà l'année dernière, c'est qu'il me semble que le problème qui est posé, donc, c'est pas celle de la transformation du corps, c'est celle du niveau auquel le choix est fait. Est-ce que ce doit être l'individu? Est-ce que c'est la communauté? Est-ce que c'est une autorité supérieure, traditionnelle ou religieuse ou autre? Est-ce que c'est la tradition ou est-ce que c'est encore quelque chose de supérieur? Est-ce que ça doit être l'État, que sais-je, qui doit prendre la décision pour savoir, pour dire quelle modification corporelle est possible ou n'est pas possible? Encore une fois, je ne réponds pas, mais il me semble que la question est importante. Je me suis un petit peu penché sur l'état tout de même du consentement et du consentement réel, tel qu'il semble, à travers, je n'ai fait que quelques lectures, tel qu'il semble être réellement pratiqué dans différents pays africains.
Et d'après mes lectures, eh bien, il semblerait il soit considéré qu'il y ait encore un manque d'information des patients, donc que le consentement réel soit insuffisant. Bien que au niveau formel, par exemple, d'après ce que j'ai trouvé, hein, un pays comme la Côte d'Ivoire, et c'est vrai donc encore une fois pour plusieurs pays africains, il s'est doté de textes et d'institutions qui sont globalement alignés sur les standards internationaux. Donc il y a une autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, il y a un comité national d'éthique sur les sciences de la vie et de la santé. Et on avait hier parmi nous le professeur Pouamé, qui est un éminent représentant, je pense, de cette institution. Mais au niveau pratique, maintenant, il semble que pour beaucoup de patients, eh bien, le consentement, ça reste surtout un moment administratif où on signe un bout de papier et en fait, il est peut-être surdéterminé par la confiance qui est accordée au sachant, c'est-à-dire en général le soignant qui est en face des personnes. La photo ici illustre cette situation. Et puis, voilà, il y a des contraintes comme la recherche d'accès aux soins est considérée comme tellement importante. Il y a d'autres contraintes sociales et économiques qui font que le consentement individuel peut être mis ou passé en second. Il y a aussi, semble-t-il, d'autres types de difficultés, à commencer par encore un certain degré d'analphabétisme et également la multiplicité des langues. C'est-à-dire qu'il est difficile vraiment de faire comprendre ce que signifie toute la démarche d'un consentement éclairé, rien que par les difficultés à faire comprendre les termes. C'est-à-dire que dans les différentes langues, il semble qu'aujourd'hui encore, il n'y ait pas de mots. On manque de mots pour dire la bioéthique. Évidemment on ne peut pas dire les mots, c'est difficile de s'expliquer et au-delà de faire un choix éclairé. Alors, dans un tel contexte, il me paraît normal de se demander si même un volontariat réellement éclairé est possible. Alors, ma réponse, ou pas ma réponse, ma réflexion, si vous voulez, jusqu'à présent, c'est juste que d'abord, enfin bon, d'abord, c'est voilà, c'est pas moi qui peux répondre, donc il n'est pas question de répondre. Mais voilà, je pense que c'est vous qui devez répondre. Ce qui me semble, c'est que vous pouvez mettre en place des structures qui devraient permettre de... Alors, il faudrait filtrer les projets, filtrer le volontariat, pas forcément prendre n'importe qui, et filtrer les types d'auto-expérimentation envisageables de manière à remplir les critères d'un consentement selon vos valeurs. Mais encore une fois, il me semble que c'est une chose de dire comment dire, c'est difficile, il y a quantité de conditions qui font que c'est difficile de mettre en place un consentement et donc un volontariat authentique. Et autre chose de se dire, il n'en est pas question, nous ne devons pas toucher à cela. On respecte en quelque sorte le tabou qui nous vient de Nuremberg. À partir de là, la question que peut-être on peut se poser, c'est, mais alors, selon quels critères est-ce qu'on pourrait permettre une auto-expérimentation éthique en Afrique? Peut-être il va falloir travailler à définir ces critères. Quels critères pourraient permettre ce volontariat? Ce serait un volontariat d'avant-garde. Si on arrive à mettre en place une auto-expérimentation encadrée, permise donc dans le cadre médical et clinique, et puis sécurisée pour les citoyens qui souhaiteraient y participer. Je formule quelques hypothèses. Donc, à la différence des essais cliniques classiques dans lesquels on se contente peut-être trop souvent d'un consentement très approximatif, eh bien, l'acceptation par les institutions médicales et de recherche d'une prise de risque, en tout cas un peu plus important que le modèle français, eh bien, il devrait en tout cas exiger un degré d'information suffisamment important, un engagement et une autonomie élevée, c'est-à-dire vraiment de s'assurer qu'on a affaire à des gens complètement volontaires, pour pas dire très, très motivés. On peut se demander, peut-être, par exemple, une manière déjà d'éliminer un grand nombre de mauvais, je veux dire, candidats, ça peut être d'éliminer toute rémunération. Si vous commencez à dire, ah, vous mettez votre vie en danger, alors on va vous donner un petit quelque chose, vous commencez à biaiser le volontariat. Donc peut-être que ce ne serait possible que dans le cadre d'une absence complète de rémunération. Bon, il peut y avoir des dommagements, genre vous faites un voyage de 100 km, peut-être on vous défraie le voyage, mais on ne va pas vous payer, on ne va pas vous rémunérer. Une autre hypothèse, ça peut être de s'assurer que
l'auto-expérimentation ne concerne que des populations qui ne soient pas vulnérables. C'est-à-dire que, au contraire de l'image précédente, où on voyait des gens se faire vacciner en brousse, eh bien, que les personnes qu'on accepte dans ce cadre d'auto-expérimentation, ce soient des personnes aisées, éduquées, en bonne santé. J'ai plutôt envie de dire que pour ces expérimentations de volontariat, mais je le dis également pour n'importe où dans le monde, je veux dire, euh, je pense que c'est plutôt les personnes qui se considèrent elles-mêmes comme l'élite de nos sociétés qui pourraient montrer l'exemple et pas l'inverse comme c'est souvent le cas. En France également, bien souvent, les personnes qui sont volontaires pour des essais cliniques sont des personnes qui sont dans le besoin financièrement. Et en France, on interdit en apparence la rémunération, mais il y a des modes de rémunération cachés. Donc là aussi, le consentement est souvent biaisé. Comment faire pour éviter ces biais? Je pense que c'est au meilleur d'entre nous d'essayer de réfléchir à ce que ça... De la même manière qu'on va donner plus facilement son sang, j'espère que certains d'entre vous, de temps en temps, vont donner leur sang. Et bien, de la même manière, on peut participer à ce type d'expérimentation. Donc, de manière générale, les pays d'Afrique, à mon avis, pourraient se doter d'une législation plus intelligente, si vous voulez, et attirer des chercheurs du monde entier, parce qu'aujourd'hui, non seulement on ne permet pas, mais on restreint la recherche. Je suis désolé pour nos amis américains, mais je crains qu'actuellement, le gouvernement actuel rend plus difficile la recherche scientifique. Et nous constatons qu'un bon nombre de chercheurs américains sont en train d'essayer de trouver des portes de sortie, par exemple en Europe ou ailleurs. Pourquoi est-ce que certains ne viendraient pas découvrir l'Afrique si l'Afrique leur propose des conditions de recherche plus intéressantes? Je parle bien du point de vue administratif, je ne parle pas de sous, je parle de possibilités administratives. L'Europe espère profiter de cette conjoncture pour venir faire ses courses aux États-Unis, mais elle est tellement engoncée elle-même dans son corset moral, quoi, c'est que donc elle est relativement peu efficace. Finalement, pour l'instant, ça n'a pas trop lieu. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous ne sauriez pas saisir cette occasion très actuelle d'essayer d'attirer des équipes de chercheurs? Je m'arrête en quelques mots. Je sais bien un peu long. Pour rappeler que donc voilà, cette réflexion, d'abord, elle met en lumière, elle cherche à mettre en lumière une contradiction persistante. Et donc, on voit bien que tandis que l'histoire scientifique, elle a souvent avancé grâce à de l'audace de chercheurs qui ont assumé des risques, eh bien, les cadres juridiques, ils tendent à verrouiller toute possibilité d'auto-expérimentation. Les examens des arguments éthiques, scientifiques, juridiques que j'ai essayé de voir, à mon avis, ils montrent qu'il y a de l'espace, au moins. On peut faire bouger les lignes. Il ne s'agit pas de balayer ces grands principes de Nuremberg. Il me semble tout à fait essentiel. Il me semble de réfléchir à la manière d'ouvrir tout de même un petit peu la fenêtre. Là. Voilà. Et à partir de là, dans ce contexte, moi, je me demande si l'Afrique est-ce qu'il ne pourrait pas être, elle ne pourrait pas être un terrain pour une approche originale, hein, qui se débarrasse de l'histoire, ou en tout cas qui regarde différemment avec une distance, l'histoire des Occidentaux. Je pense qu'elle repose sur ses traditions propres. Oui, il y a nécessité de consentement, un consentement qui soit réellement éclairé. Il y a besoin d'une volonté de bâtir des structures. Il faut inventer un modèle qui soit propre, soit réellement innovant. Et là, il y avait le mot innovation derrière moi hier. Je pense qu'il y a un espace d'innovation tout à fait important. Et donc, si une telle voie était construite avec rigueur, avec ambition, avec transparence, je pense que c'est très, très important, peut-être que ça permettrait au continent d'assumer un vrai rôle pionnier dans un domaine que voilà, d'autres régions du monde, elles, qui sont freinées par leurs contraintes historiques, qu'elles peinent à réinvestir. Donc la question, c'est pas seulement de savoir ce que l'auto-expérimentation autorise, il est question de savoir au final qu'est-ce que nous allons faire de l'humain. C'est ça la vraie question du transhumanisme. Eh bien, il va de soi, je pense que l'Afrique doit faire entendre sa voix, avancer ses propres propositions dans cet extraordinaire projet commun au XXIe siècle. Je vous remercie.
Merci infiniment, Monsieur Marc Roux, pour votre communication. Je rappelle que la communication de Monsieur Marc Roux s'intitule Auto-expérimentation en Afrique. Alors, il se demandait si l'auto-expérimentation ne serait pas, par exemple, un avantage en Afrique. Est-ce qu'il fallait balayer du revers de la main l'auto-expérimentation? Est-ce que une personne qui se proposait volontairement pour des essais cliniques doit être refusée? Alors, il a rappelé les pressions politiques, les pressions morales, bioéthiques qui constituaient des barrières pour ces possibilités-là. Donc, il se pose la question, est-ce que l'auto-expérimentation pourrait pas être un avantage pour les Africains? Donc, il appelle chacun à réfléchir sur la question. Merci infiniment, Monsieur Marc Roux, pour votre communication. Merci beaucoup. Alors, Al- oui, non, Alors, il y a une prochaine communication de Monsieur Ben Guertzel. j'en doute. Alors, je ne sais pas s'il est en ligne ou Voilà, j'ai eu ce. un contact là récemment et ça va être compliqué. On va sans doute essayer à nouveau de la décaler D'accord. dans le temps. C'est pour ça aussi que je me suis permis d'être un peu plus long que prévu. J'ai meublé, si vous voulez. Et du coup, je ne vais pas quitter la table parce que l'intervention suivante, Tout à fait. elle ne devait pas être, elle est vraiment celle de Monsieur Jean-Michel Beignet. Je vais lui servir de porte-voix. On va prendre une minute pour souffler parce qu'il faut que je me mette son texte sous les yeux. Et donc, voilà, je vais changer, vous allez le voir, complètement de rôle. Donnez-moi juste une minute. D'accord. Donc, Monsieur Marc Roux va donc se charger de la communication de Monsieur Jean-Michel Beignet. Donc, on va lui accorder quelques instants pour se préparer. Alors, comme je le disais tantôt, la communication de Monsieur Jean-Michel Beignet sera faite ou sera assumée par Monsieur Marc Roux. Donc, nous allons lui passer la parole très rapidement pour qu'en une dizaine ou quinzaine de minutes, il puisse nous proposer sa communication. Vous avez la parole, Monsieur Marc. Merci. Jean-Michel Beignet est en France assurément un des tout premiers philosophes qui s'est sérieusement penché sur la question du transhumanisme. Jean-Michel Beignet est un petit peu un équivalent du professeur Ebenezer Njomwel, peut-être pour l'Afrique francophone. C'est à ce niveau-là, à cette altitude-là que je place Jean-Michel Beignet. Jean-Michel Beignet est un ami, c'est quelqu'un avec qui je dialogue depuis une vingtaine d'années. C'est quelqu'un de profondément humain, c'est quelqu'un de profondément gentil, c'est quelqu'un de profondément ouvert. Et c'est toujours un plaisir. Sauf que voilà, aujourd'hui, je suis un petit peu triste parce que à cette heure-ci, je sais qu'il est en train de traverser une épreuve particulièrement difficile. C'est la raison pour laquelle il n'est pas avec nous aujourd'hui. Et je sais en même temps qu'il aurait au contraire énormément souhaité être présent pour tout un ensemble de raisons. J'aurais adoré voir le professeur Njomwel et le professeur Beignet se rencontrer et discuter ensemble. J'espère bien que ça n'est que partie remise. Malgré cette absence, Jean-Michel Beignet a vraiment tenu à être avec nous d'une manière ou d'une autre. Et donc,
comme il n'était même pas en mesure de dire, hein, on lui a demandé s'il aurait pu se filmer, par exemple, pour donner sa présentation. Donc, il m'a demandé, au lieu de cela, simplement de lire un texte qui aurait été celui sur lequel il se serait appuyé pour sa présentation. Donc, c'est ce que je vais faire. Oui, je peux rappeler quand même que Jean-Michel Beignet a notamment écrit un ouvrage en 2007 qui s'appelle Demain, les post-humains. Plusieurs d'entre vous peut-être ont découvert ce livre. Petite remarque comme ça, amusée au passage, ce titre est une allusion à un ouvrage de science-fiction américain des années 50 de Sid Mack qui s'appelait, en français la traduction c'est Demain les chiens. Pour bien comprendre, je pense, le Demain les post-humains de Jean-Michel Beignet, il faut lire Sid Mack. Et c'est formidable, c'est un recueil de nouvelles qui est vraiment extraordinaire. Je vous le conseille. Il n'est pas facile à trouver. Voilà comment Jean-Michel Beignet s'adresse à nous tous. Je vous fais une lettre pour vous dire mon regret de ne pas assister au congrès mondial du transhumanisme Transvision 2025 qui se tient ces jours-ci à Abidjan. Des raisons d'ordre privé me rendent hélas le voyage impossible. Mais sans cela, je dois ajouter que des scrupules épistémologiques, si j'ose dire, m'auraient également retenu, peut-être. C'est ce que je voudrais expliquer. Je connais mal la condition de votre pays et d'une manière générale de votre continent. Vous me demandiez d'examiner les chances que pourriez espérer d'un développement des technologies telles que le transhumanisme l'espère et le prédit. Mais je ne puis m'exprimer là-dessus sans imposture, car je n'aime pas le monde que nous laissons s'installer. Avec l'aval, voire la complicité du transhumanisme, j'ai reconnu sous la plume d'Ebenezer Joe Mwele bien des arguments que je partage avec lui. Et un échange avec Josué Guébo m'a rendu le dialogue avec vous désirable. Je ne peux vous souhaiter ce monde hanté par le dieu numérique, comme l'appelle Giuliano d'Ampoli dans son dernier livre, L'œuvre des prédateurs. Ce monde obsédé par la productivité qui ne laisse imposer le diktat des machines et le silence qu'elle exige des humains. Ce monde qui s'accommode d'une inégalité croissante entre ceux qui accélèrent les processus de rupture et ceux qui rêvent encore de la convivialité jadis promise par quelques utopies. Je ne puis imaginer facilement que vous, mes amis africains, vous laissiez se creuser le fossé entre des agriculteurs surconsommateurs de pesticides pour intensifier leur culture et la population victime des maladies qui en résultent. Le fossé entre ces agriculteurs, peut-être prompts à confisquer l'eau pour arroser des plantes souvent impropres à la consommation humaine, et ceux qui doivent pourvoir à leur survie. Le fossé entre ces derniers et les techno-progressistes, comme on les nomme, toujours plus pressés d'arriver on ne sait où et qui souscrivent à des plateformes les conduisant à traverser brutalement vos villages tranquilles et sereins. En effet, je n'aime pas ce monde et ne saurais vous le souhaiter. Les technologies pèsent sur nous comme un test, justifiant les discours du type on ne peut pas revenir en arrière, il faut accepter ou dépérir. Il est urgent d'embarquer, il faut embarquer dans l'IA ou bien s'exposer à devenir les chimpanzés du futur. L'humanisme était un anti-destin. Il exigeait depuis toujours la volonté d'agir, voire une révolte contre ce qui se prétend irrémédiable. Le transhumanisme sacralise le destin. Et avec cela, il cautionne la perte de responsabilité et d'initiative qui résulte de l'usage impondéré des machines. L'IA ne s'explique plus, elle fonctionne. L'utilisateur est son objet, c'est-à-dire sa cible. L'individu n'est plus que le support des données qui nourrissent des machines à produire des injonctions. Comment pourrais-je vous recommander ce monde? Alors on vous dira peut-être que la mutation anthropologique nécessaire au règne des technologies, qu'elle est en cours et que les choses vont s'arranger, qu'on a toujours été catastrophiste tant que les progrès se sont montrés déconcertants et même effrayants, et puis que le bioconservatisme est réactionnaire. Je connais bien ces arguments qui disent à la fois
que la résistance luddite n'a pas changé depuis la lutte contre les métiers à tisser, jacquard, et que le futur annoncé par les innovations technologiques est nécessaire et imprévisible. Mais il faut éviter de se crisper sur ce slogan « C'était mieux avant ». La politique du chèque en blanc sur l'avenir est-elle désirable? Oui, si on estime que l'humanité est dans une impasse et que sa disparition ne pourrait qu'être suivie d'un horizon meilleur, encore indéfinissable. Non, si on reste persuadé que la volonté est une valeur qu'on ne saurait réfuter et qui ne désespère pas des idéaux émancipateurs portés par des siècles de lumière. Alors, dois-je souligner que je ne suis pas technophobe, que je loue les progrès que nous réalisons en médecine, que je jouis de l'accès au savoir que me procure Internet. Je n'ignore pas que les techniques sont depuis toujours des pharmakon, comme on dit en grec, que l'humanité s'est construite en acceptant l'ambivalence et le risque. Mais le prix à payer est, à mes yeux, devenu trop lourd. Le pouvoir exorbitant des oligarques qui surfent sur la faillite morale des politiques sonne l'alarme. J'ai largement écrit sur la désymbolisation de l'humain qui accompagne les développements de la numérisation, ainsi que sur la déshumanisation d'une médecine qui abandonne le primat accordé dans le soin et à la relation dialoguée médecin-patient. Je ne reviendrai pas ici. Les nations africaines doivent pouvoir bénéficier de l'amélioration des traitements de santé et de l'idéal d'une vie longue et en bonne santé. Cela va de soi. Et si je devais attendre quelque chose du transhumanisme, c'est qu'il influe sur les stratégies à mettre en œuvre pour cela. J'ai également exprimé mes réserves et même mon refus des réseaux sociaux qui dénaturent la communication universelle par le savoir tel qu'on en rêvait du temps des encyclopédistes. Internet devient une machine à décérébrer et le plus alarmant est que rien ne paraît pouvoir l'arrêter ni même le réguler. L'Europe, malgré l'initiative de son AI Act ou de sa RGPD, le règlement général sur la protection des données, se révèle impuissante devant l'arrogance des oligarques qui hurlent à l'atteinte au droit de s'exprimer dès que l'on envisage de réguler le cyberespace et de contrarier ainsi leurs profits. Les nations africaines ont-elles plus que d'autres les moyens de contrevenir à cette situation? Peut-être. On dit que la Chine s'y emploie, mais de manière répressive, sur fond d'un autoritarisme qui n'est pas forcément viable. Mais de quel droit prétendre éviter à l'Afrique les mots que j'associe au transhumanisme? S'il est toujours ruineux pour la liberté de vouloir imposer le bonheur à un peuple, il ne l'est pas moins de lui interdire de prospecter les possibles qui l'attirent. J'ai eu un ami, aujourd'hui décédé, Jean-Paul Ngupande, qui fut pour un temps ministre de l'Éducation en Centrafrique, puis il a été ambassadeur à Paris. Et nous fîmes nos premières études de philosophie ensemble à l'université de Caen. Il se voulait disciple de Hegel, mais marqué aussi par Rousseau, auteur du contrat social. Cet ami, il a publié depuis un livre intitulé « L'Afrique sans la France, histoire d'un divorce consommé ». Édition Albin Michel, pour ceux qui y sont intéressés. Son livre m'avait paru nourri d'esprit prospectif et convaincu que les Africains possédaient un génie novateur qu'ils sous-estimaient. Ils croyaient dans la démocratie, même s'ils considéraient que l'Europe avait tort de vouloir imposer le modèle qu'elle s'en forge à son propre tradition. Cette démocratie, aujourd'hui, elle est bousculée du fait même de la mondialisation qui excite l'arrogance des sociétés technologisées, au point qu'on déclare parfois ces valeurs dépassées et contre-productives. Alors, quel exemple pourrait-on bien proposer à votre continent, ou seulement à votre nation, qui a souffert du colonialisme, avec les facteurs d'instabilité qui en ont résulté? Le fait qu'on vous explique que les machines vont prendre le pouvoir et dispenser les hommes et les femmes de souci d'être libres ne peut nous donner aucune crédibilité. Si les choses devaient se faire de plus en plus sans l'humain, d'où viendrait qu'on puisse s'en réjouir et vouloir vous aider à profiter de cette dystopie?
Je préférerais que vous me demandiez ce que l'Afrique devrait faire pour nous aider à nous arracher nous-mêmes à cette servitude volontaire. Un peu comme certains militants de ma génération ont été tentés dans les années 1970 de des leçons auprès des Indiens d'Amérique du Nord, par exemple, ou des adeptes de Aurobindo. Il y avait sans doute là de la naïveté, mais au moins cherchait-on à échapper au cynisme des oligarques qui triomphent aujourd'hui. Vous m'en voudrez peut-être de véhiculer de vous une image stéréotypée qui m'empêche de vous imaginer solidaire du monde occidental en train de céder au mirage d'une technologie toute puissante. En réalité, j'ai de vous l'image d'un peuple qui assume au quotidien un sens de l'informel, qui possède un goût pour la lenteur, pour la palabre, qui ignore en particulier l'ennui, cette horreur du temps, comme dit Sioran. Ne vous hâtez pas d'en conclure que je lis trop les bandes dessinées issues de Marguerite Habwitz ou de Hayade Yopougon. Il insiste aussi, il cite les éditions Gallimard pour aller lire cette bande dessinée. J'aime en effet cette bande dessinée qui offre une description enjouée de la vie à Babi, c'est-à-dire à Abidjan. Je ne me laisse pour autant pas illusionner par cette description qui minimise les problèmes que peuvent rencontrer les jeunes, souvent contraints à un exil difficile en Europe. Mais je ne crois pas que la lecture d'Aïa vous trahit en vous prêtant une mentalité hostile à la vitesse et à la désintermédiation telle que les technologies les promeuvent. Vous n'êtes pas disposé, si j'en crois mes lectures, à vouloir une désincarnation abstraite de vos contemporains. Il est banal de considérer que le ressort de l'aliénation provoquée par le monde technique consiste dans l'individualisme et l'atomisation des modes de vie. Une interprétation, je vais dire, tocquevillienne des sociétés actuelles est concevable, qui montrerait qu'en effet, Homo democraticus, il est miné par l'angoisse et la solitude, qu'il est quelquefois, pour cette raison, prêt à tomber dans les bras des despotes les plus pervers. Alors, pourquoi ne pas vous dire mon attachement à vos sociétés si elles savent conserver un sens du collectif, observer des rituels, des croyances et des exigences de convivialité? J'ai lu chez Njomwele l'évocation de la fraternité comme une valeur cardinale capable de souder vos peuples. Et je n'ai pas imaginé qu'il décrivait là une faiblesse dont vous souhaiteriez vous débarrasser pour adhérer à un régime de société compétitif et concurrentiel. Mais peut-être que j'idéalise trop en valorisant chez vous le respect du temps et le lien de l'individu au groupe social. Par plus d'un biais, je serais tenté de solliciter la vision que je me fais de l'Afrique pour étayer mon argument contre le monde en devenir, dont les transhumanismes disent qu'il est inéluctable. Je pourrais aussi bien ancrer l'accusation de passéisme, qu'on me fera sans doute, dans les valeurs familiales que m'ont transmises les traditions siciliennes dont je suis issu. Mais soyons clairs, ces valeurs sont pour moi, elles sont pour le moins devenues inexistantes dans la lutte pour l'existence occidentale, tandis qu'il me semble qu'elles sont encore leur équivalent chez vous. Un exemple me rendra peut-être plus explicite. La valeur que vous accordez à la vieillesse me paraît inentamée, alors que le transhumanisme contribue à la représenter comme une maladie dont il faudrait guérir. Il y a chez vous une gérontophilie peut-être politiquement exagérée, mais qui est humainement attachante. Nous aurions à apprendre de votre culte des anciens pour nous déprendre, sinon du jeunisme, du moins de la disqualification des vieux dont témoignent nos sociétés. Et je ne parle pas de la mort qui est tellement haïe par les transhumanismes. Ce travail du négatif, comme l'appelait Hegel, qui est au fond de la culture symbolique de toute vie artistique. Seriez-vous disposé à renier tout ce que votre culture doit à la mort pour réclamer des technologies susceptibles de pérenniser les métabolismes de votre organisme ou de produire des organoïdes à la demande? La question mérite au moins d'être examinée, vous en conviendrez. Le monde chrétien, lui, il invoque pour justifier la liberté morphologique
en oubliant souvent que la dignité humaine consiste, selon lui, Nic de la Mirandole, à la subordonner au respect de la spiritualité en l'homme. Je crois savoir que dans l'univers musulman, une éthique de l'imperfection est exigée des fidèles pour signifier l'humilité à l'égard d'Allah. Cette éthique de l'imperfection, tout comme l'invocation de la dignité selon Pic de la Mirandole, me paraît aux antipodes de la morale prométhéenne du monde technique occidental. Imagine-t-on un ingénieur restreignant son génie créateur pour rester dans la mesure exigée par la dévotion et provoquant volontairement des bugs dans ses réalisations pour mieux honorer Dieu? Et pourtant, n'est-il pas évident que cette éthique de l'imperfection, elle est propice à l'intersubjectivité et qu'elle évite la brutalité affichée par les transhumanistes les plus radicaux à l'égard des chimpanzés du futur? Les humains ne sont pas des insectes sociaux obéissant aux mécanismes comportementaux dictés par leur génétique. Il n'y a que les transhumanistes les plus obtus pour le croire encore. La sociobiologie est une idéologie totalitaire qui ne trompe plus, mais qui revêt les apparences les plus insidieuses. La vigilance s'impose évidemment. Et quand j'entends certains consultants en entreprise vender les modèles d'auto-organisation, je me dis que cette vigilance doit se faire offensive. Alors pardonnez-moi, chers amis africains, mais si vous partagez l'idéal d'un ordre social empruntant ses ressources à ces modèles revisités par la cybernétique, je vous vois mal parti. Je vous suggère de demander aux transhumanistes s'ils peuvent vous proposer autre chose. Pour ma part, je pense que leur scientisme les en rendra incapables. La corruption, l'instabilité politique, l'injustice peuvent-elles recevoir un remède du développement des technosciences? La démocratie a-t-elle à gagner à se soumettre à la puissance des GAFAM? Alors que je cherchais à répondre à la demande de votre colloque, je me suis engagé dans la littérature que l'Afrique produit et ce fut un véritable bonheur. Outre les auteurs européens qui ont raconté leurs aventures sur votre continent, comme Henri Monfray ou Hugo Pratt ou Albert Londres, je me suis délecté de l'écriture de Mohamed Mbougar ou de Chimamanda Ngozi Adichie. J'ai trouvé avec ces auteurs la confirmation du bien fondé de mon obsession militante. Mobiliser la littérature pour permettre d'échapper au réductionnisme et à la désymbolisation dont notre temps est victime, du fait de l'arrogance des technoprophètes. Votre littérature n'a pas son pareil, me semble-t-il, pour nous inviter à demeurer humains. Alors je crois décidément que votre ouvre des interrogations profondes et qu'il faillirait, s'il les évitait, pour ne s'attacher qu'à évaluer les modalités d'appropriation des innovations technologiques dont l'Afrique serait capable. Merci de votre bienveillante attention. Merci, Monsieur Marc Roux, pour cette communication qui aurait dû être exposée par Monsieur Jean-Michel Beignet, mais qui n'est pas avec nous. Alors, de façon globale, Monsieur Jean-Michel Beignet s'inquiète de la transition de l'Afrique vers la technique. Il se pose des questions et il demande aux Africains de ne pas sacrifier les valeurs cardinales qu'ils possèdent au profit de certains avantages techniques. Donc, de prendre du recul, d'analyser bien ce que nous appelons aujourd'hui le transhumanisme, de ne pas prendre à la lettre ce que les technoprophètes nous vendent et de faire très attention à nos valeurs. Et en gros, c'est ce que j'ai pu comprendre de la communication. J'espère avoir dit quelque chose d'essentiel en ce sens. Merci infiniment, Monsieur Marc Roux, pour